Faut se représenter la scène une seconde. Imaginons la fin d'un marathon, vraiment épuisant. Un coureur franchit la ligne d'arrivée, en premier, les bras levés, bref, le triomphe absolu. Ah oui, l'image classique de la victoire, quoi. Exactement. La foule exulte, les caméras sont là. Mais voilà que, des semaines plus tard, l'organisation annonce que la médaille d'or sera finalement expédiée au deuxième, et ça, par courrier postal. C'est juste absurde, en fait. Bah oui. Cette sensation d'étrangeté, ce décalage total entre l'action sur le terrain et une décision administrative qui tombe bien après, c'est très exactement le drame qui se joue en ce moment dans le football africain. Et c'est une image parfaite pour introduire notre analyse d'aujourd'hui. Je suis ravi d'explorer ça avec toi. Pour ce décryptage, on va s'appuyer sur une revue de presse sportive assez dense, surtout des articles du média WeSport qui datent du 19 mars 2026. Oui, on a pas mal de matière pour le coup. C'est ça. Et la mission de notre exploration, c'est vraiment de comprendre comment une simple décision de bureau, donc l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, au lieu du Sénégal, a pu se transformer en une crise existentielle pour la Confédération africaine de football, la CAF. Alors, juste avant qu'on plonge là-dedans, je suis ravie d'animer ça, mais je veux poser un cadre très clair. Le sujet est, disons, très inflammable. Oh que oui, très. Donc, pour quiconque écoute, l'idée ici, c'est pas du tout de prendre parti. On va pas arbitrer pour savoir qui du Sénégal ou du Maroc mérite ce trophée. Notre objectif, c'est uniquement de décortiquer les sources, les réactions et d'analyser les failles de gouvernance que ça met en lumière. Et c'est crucial de le rappeler. En lisant ces articles, ce qui frappe d'emblée, c'est la fracture énorme entre deux mondes. D'un côté, le terrain, avec ses règles physiques, et de l'autre, le bureau avec ses tampons et ses courriers. La fameuse onde de choc, quoi. Exactement. L'onde de choc émotionnel vient de la collision frontale entre ces deux univers. Et quelle collision! Enfin, les réactions dans nos sources sont d'une intensité rare, surtout celles des anciennes légendes du jeu. Ah ben, ils n'y vont pas par quatre chemins. C'est le moins qu'on puisse dire. Prends l'Égyptien Ahmed Hossam Mido, il qualifie ça, je cite, de « plus grand scandale de l'histoire du football ». C'est pas une petite déclaration, ça. Non, clairement pas. Et quand tu regardes les mots choisis par ces icônes, ça montre l'ampleur du traumatisme. Le Camerounais Roger Mila, par exemple, parle d'une honte ou encore de n'importe quoi. Venant de lui, ça pèse lourd. Très lourd. Mais le point vraiment clé de la déclaration de Mila, c'est quand il dit « on n'a jamais vu ça ». C'est ce côté totalement inédit qui choque. On a l'habitude des erreurs d'arbitrage, mais retirer un titre a posteriori pour le donner à un autre pays sans rejouer de match, Ça crée un vide total, ouais. c'est ça, un vide jurisprudentiel complet. Et de l'autre côté du spectre, parce que la situation est ultra polarisée, on a le camp marocain. WeSport cite le gardien Yassine Bounou qui dit très simplement « Tu ne peux qu'être heureux ». Ce qui est la réaction humaine logique en soi. Bien sûr. Mais ça cristallise la nature binaire d'une décision administrative. D'un coup de stylo, tu as un perdant dévasté et un gagnant comblé. Il n'y a plus de zone grise. C'est très juste. Et cette dualité, elle masque un problème conceptuel que l'entraîneur Marcelino résume super bien. Il dit, attends, je retrouve la citation, voilà. « Ce serait la première fois qu'on gagne quelque chose sur le terrain et qu'on nous le retire comme ça. » Le fameux « comme ça ». Voilà, tout est dans le « comme ça ». C'est l'effacement de l'effort physique par une mécanique administrative invisible. Mais du coup, ça soulève une question presque philosophique pour moi. Si le rectangle vert ne dicte plus qui est le vainqueur incontestable, est-ce que le coup de sifflet final perd pas tout son sens ? Ah, c'est la grande question. En fait, ça touche au contrat non écrit du sport. Historiquement, le terrain, c'est le juge de paix. Point. Quand ce contrat est brisé, le cerveau des supporters refuse de l'intégrer. C'est une dissonance cognitive en gros. Exactement. Mais ce qui est fascinant dans nos sources, c'est que la colère dépasse les simples supporters. Maître Kabou, par exemple un professionnel du droit, il parle carrément d'irresponsabilité de la part de la CAF. Donc on passe de l'émotion sportive à un vrai diagnostic juridique. C'est ça. Et ça prépare le terrain pour la suite, parce que la crise devient carrément institutionnelle quand les dirigeants actuels s'en mêlent. Et là, on est obligé de parler de l'intervention de Samuel Eto'o. Ça, le tournant de l'affaire. Complètement. Donc Eto'o, c'est plus juste l'ancien buteur star, c'est l'actuel président de la FECAFOOT, la fédération camerounaise, et les articles font écho à une lettre qu'il a écrite. Une lettre relayée par l'équipe d'ailleurs. Oui, c'est ça, il s'adresse aux instances de la CAF, mais il met aussi en copie les autres présidents de fédération. Et il pose des questions qui font l'effet d'une bombe. Comment restaurer la confiance des supporters envers la CAF ? Comment réaffirmer notre légitimité sans fragiliser l'institution ?
ces mots sont ultra pesés. Il ne parle plus du trophée, il parle de survie institutionnelle. En posant ces questions, il dit tout haut que la légitimité est déjà fracturée. Mais attends, j'ai une objection là. Ethos, c'est un insider maintenant. Il fait partie de la machine. C'est vrai. Donc, en attaquant l'institution si frontalement, est-ce qu'il n'est pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis? C'est un risque énorme pour lui, non? C'est un risque monumental. Mais s'il le prend, c'est parce qu'il perçoit une urgence vitale. Il voit le système s'effondrer de l'intérieur. Et le fait de mettre ses pairs en copie, c'est une stratégie brillante en fait. Pour forcer une coalition? Exactement. Il les force à regarder le problème en face. Eto'o comprend très bien que si le public perd confiance, tout le produit football africain s'écroule. Il tire la sonnette d'alarme pour sauver les meubles. Sauf que, et c'est là que ça devient tragique, la réponse actuelle de la CAF montre pourquoi cette confiance est morte. On arrive dans ce que nos sources décrivent comme une vraie impasse juridique. Ah, la fameuse perte de contrôle. Voilà. En lisant les documents, on voit que la CAF se fait contredire par ses propres experts réglementaires. Malang Didio, par exemple, affirme qu'aucun jury ne peut invalider ce résultat. C'est pas rien comme déclaration. Et ça continue. Raymond Hack, qui est quand même l'ancien président du comité disciplinaire de la CAF, il explique noir sur blanc pourquoi le Sénégal, je cite, reste champion d'Afrique. Donc en gros, les garants du règlement disent que la direction bafoue ses propres lois. C'est fou. C'est dingue. Et face à ça, quelle est la réaction de Patrice Motsepe, le président de la CAF? Il dit « Nous nous conformerons et respecterons la décision qui sera prise au plus haut niveau » en parlant du TAS, le tribunal arbitral du sport. Ouais, l'aveu de faiblesse ultime. Mais clairement, en s'en remettant publiquement au TAS en Suisse, est-ce qu'il avoue pas à demi-mot que la CAF est incapable de gérer ses propres litiges en interne? C'est exactement ça. C'est le commandant de bord qui lâche le gouvernail en pleine tempête. Le TAS, normalement, c'est un dernier recours. Une confédération forte tranche d'abord en interne, puis assume. Là, c'est carrément de la défausse. Totalement. C'est le paroxysme de la crise de gouvernance. Le foot africain se retrouve suspendu à un tribunal en Suisse. Et ça a des conséquences bien réelles, au-delà des bureaux. Oui, les répercussions sociétales. Wisport mentionne l'appel d'Amara Traoré. Il demande une marche pacifique pour soutenir les supporters sénégalais qui ont été condamnés au Maroc. Voilà l'effet papillon. Quand le sommet de l'institution est paralysé, c'est la base, les supporters, qui subissent de plein fouet. Les tensions bureaucratiques deviennent des tensions humaines. Ça donne le vertige quand on met tout bout à bout. Complètement. Si on résume un peu notre parcours aujourd'hui, on est parti d'une controverse sur un trophée pour découvrir tout un écosystème en flammes. Des légendes qui crient au scandale, un président de Fédé qui remet en cause son instance suprême et une direction qui délègue sa justice en Suisse. C'est une synthèse parfaite. Et c'est pour ça que ce décryptage dépasse largement le cadre du sport. Quiconque écoute peut y voir une étude de cas sur la fragilité des institutions. C'est vrai, ça s'applique à plein d'autres domaines. Bah oui, que ce soit un gouvernement, une entreprise. La confiance du public, ça s'évapore à une vitesse folle quand il n'y a plus de transparence. La légitimité, ça s'entretient par le courage décisionnel. Ce qui m'amène à une dernière pensée, assez provocatrice pour clôturer notre analyse. Je t'écoute. Si, à l'avenir, le véritable gagnant d'une compétition ne se décide plus par la sueur, l'effort et la tactique sur une pelouse, mais par des avocats qui plaident dans un bureau fermé à l'autre bout du monde, est-ce que le sport de haut niveau ne risque pas de perdre ce qui fait son essence même, sa magie imprévisible ? Ah, c'est la question fondamentale. Si la bureaucratie tue cette magie, l'institution meurt avec. Et on gardera cette réflexion en tête. C'était un plaisir de décortiquer ces sources avec vous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur et à bientôt pour une nouvelle analyse.